se méfier de la magie noire et penser que les pires excès du monde des sorciers provenaient des traits trop humains tels que la cruauté, l'apathie ou une arrogance conduisant à un mauvais usage de leurs propres talents. Les héros et les héroïnes qui triomphent dans les histoires ne sont pas ceux qui disposent des pouvoirs magiques les plus puissants, mais plutôt ceux qui manifestent le plus de bienveillance, de bon sens et d'ingéniosité. Il existe à l'époque moderne un sorcier dont le point de vue est très semblable. Il s'agit bien sûr du professeur Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore, ordre de Merlin, première classe, directeur de l'école de sorcellerie de Poudlard, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers et président sorcier du Magen Mago. Quelle que soit cette communauté d'opinion, ce fut une surprise de découvrir, dans les nombreux papiers d'Albus Dumbledore à laisser par testament aux archives de Poudlard, un ensemble de notes sur les contes de Beedle le Barde. Que ces commentaires aient été écrits pour son propre plaisir ou en vue d'une future publication, nous ne le saurons jamais. Le professeur Minerva McGonagall, aujourd'hui directrice de Poudlard, nous a cependant accordé l'aimable autorisation de reproduire les notes du professeur Dumbledore dans cette édition qui présente une toute nouvelle traduction des contes par Hermione Granger. Nous espérons que les judicieuses remarques de Dumbledore, qui comportent des observations sur l'histoire de la sorcellerie, des souvenirs personnels et des éclairages nouveaux sur des éléments clés de chaque histoire, aideront à une nouvelle génération de lecteurs, sorciers ou moldus, à apprécier les contes de Beedle le Barde. Tous ceux qui l'ont connu professionnellement sont convaincus que le professeur Dumbledore aurait été enchanté de soutenir ce projet. Étant donné que tous les droits d'auteur de ce livre seront versés à l'organisation Lumos, dont le but est d'agir en faveur d'enfants qui ont un besoin désespéré de faire entendre leur voix, il semble légitime d'ajouter un petit commentaire sur les notes du professeur Dumbledore. Autant que nous puissions le savoir, ces textes ont été achevés environ 18 mois avant les tragiques événements qui se sont déroulés au sommet de la tour d'astronomie de Poudlard. Ceux qui connaissent bien l'histoire de la récente guerre des sorciers, pour avoir lu par exemple les 7 volumes de la revue de Harry Potter, sauront que le professeur Dumbledore révèle sur le dernier conte de ce livre un peu moins de choses qu'il n'en sait ou n'en soupçonne. La raison de ces omissions réside peut-être dans ce que Dumbledore déclarera il y a bien des années en parlant de la vérité à son élève préféré, qui est aussi le plus célèbre. Elle est toujours belle et terrible, c'est pourquoi il faut l'aborder avec beaucoup de précaution. Que nous soyons ou non d'accord avec lui, peut-être pourrons-nous excuser le professeur Dumbledore d'avoir voulu protéger les futurs lecteurs des tentations auxquelles il fut lui-même en proie et pour lesquelles il dut payer un prix si terrible. J.K. Rowling, 2008. Une note sur les notes de bas de page. Le professeur Dumbledore semble avoir écrit ses commentaires pour un public de sorciers. J'ai donc parfois ajouté l'explication d'un terme ou d'un fait qui aurait nécessité des éclaircissements aux yeux d'un lecteur moldu. J.K. Rowling. Le sorcier et la marmite sauteuse. Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui utilisait sa magie avec sagesse et générosité pour le plus grand profit de ses voisins. Plutôt que de révéler la véritable source de ses pouvoirs, il prétendait que ses potions, charmes et antidotes jaillissaient telles quelles de son petit chaudron qu'il appelait sa marmite de chance. À des kilomètres à la ronde, les gens venaient le voir pour lui exposer leurs ennuis et le sorcier était ravi d'y porter remède en remuant quelque chose dans sa marmite. Ce sorcier bien-aimé vécut jusqu'à un fort bel âge, puis
sorcier ne pouvait plus ni dormir ni manger avec cette marmite à côté de lui, mais elle refusait de le quitter. Il ne pouvait la faire taire ou la forcer à l'immobilité. Enfin, le sorcier ne put en supporter davantage. « Venez m'apporter tous vos problèmes, tous vos ennuis, tous vos malheurs » s'écria-t-il en s'enfuyant dans la nuit, la marmite sautant derrière lui sur la route qui menait au village. « Venez, je vais vous guérir, vous remettre sur pied, vous réconforter. »
sorcière, Asha. Celle-ci attrapa le poignet de la deuxième sorcière, Alteda, qui saisit la robe de la troisième sorcière, Amata. Amata se prit dans l'armure d'un chevalier, à la mine lugubre, monté sur un cheval squelettique. Les plantes grimpantes tirèrent ces trois sorcières à travers la brèche du mur, et le chevalier arracha son cheval, fut entraîné avec elle. Les cris furieux de la foule, déçue, s'élevèrent dans l'air matinal, puis se turent lorsque la muraille du jardin se ferma. Asha et Alteda étaient en colère contre Amata, qui avait accidentellement amené le chevalier avec elle. Une seule personne peut se baigner dans la fontaine. Il sera déjà suffisamment difficile de décider laquelle de nous trois s'y plongera, sans avoir besoin d'ajouter quelqu'un d'autre. À présent, Sire sans chance, ainsi qu'on appelait le chevalier dans le pays, qui s'étendait au-delà des murs, comprit qu'il avait affaire à des sorcières, et comme lui-même n'avait aucun pouvoir magique, ni aucune habileté en matière de tournoi ou de duel à l'épée, ni rien d'autre qui pût distinguer des autres un homme sans magie, il fut convaincu qu'il devait abandonner tout espoir d'arriver à la fontaine avant les trois femmes. Il déclara donc son intention de se retirer en retournant de l'autre côté du mur. Quand elle l'entendit, Amata se mit en colère à son tour. « Cœur de lièvre, le gronda-t-elle, tirez votre épée, chevalier, et aidez-nous à atteindre notre but. » Ainsi, les trois sorcières et le chevalier mélancolique s'aventurèrent dans le jardin enchanté, où des herbes, des fruits et des fleurs rares poussaient en abondance. De chaque côté des sentiers, baignés par la lumière du soleil, ils ne rencontrèrent aucun obstacle jusqu'à la colline, au sommet de laquelle se trouvait la fontaine. Là, cependant, enroulé autour du pied de la colline, il y avait un ver, blanc, monstrueux, boursouflé et aveugle. À leur approche, il tourna vers eux une tête affreuse et prononça les paroles suivantes. « Payez-moi avec la preuve de votre douleur. » Sire sans chance tira son épée et tenta de tuer la bête, mais la lame se cassa net. Puis Alteda jeta des pierres au ver, tandis qu'Asha et Amata essayaient tous les sortilèges qui auraient pu le soumettre ou l'envoûter, mais le pouvoir de leur baguette magique n'était pas plus efficace que les pierres de leurs amis ou l'acier du chevalier. Le ver refusait de les laisser passer. Le soleil s'élevait de plus en plus haut dans le ciel et Asha, désespéré, se mit à pleurer. Le grand ver appuya alors sa tête contre celle d'Asha et but les larmes qui coulaient sur ses joues. Sa soif apaisée, il s'écarta en ondulant et se volatilisa dans un trou du sol. Se réjouissant de sa disparition, les trois sorcières et le chevalier entreprirent d'escalader la colline, persuadés qu'ils atteindraient la fontaine avant midi. Parvenus à mi-hauteur cependant, ils trouvèrent devant eux ces mots inscrits dans le sol. « Payez-moi avec le fruit de votre labeur. » Sire sans chance prit son unique pièce de monnaie et la posa sur le flanc herbeux de la colline, mais elle roula sur la pente et fut perdue. Les trois sorcières et le chevalier poursuivirent leur escalade. Pourtant, ils eurent beau marcher pendant des heures, ils n'avaient pas avancé d'un pas. Le sommet ne s'était pas rapproché et l'inscription était toujours gravée dans la terre. Devant eux, ils étaient tous découragés.
Je suis guérie, s'écria-t-elle. Je n'ai pas besoin de la fontaine, que ce soit Altheda qui s'y baigne. Mais Altheda était occupée à recueillir d'autres herbes dans son tablier. Si j'arrive à guérir cette maladie, je gagnerai des tas d'or, que ce soit Amata qui se baigne. Sire sans chance s'inclina et fit signe à Amata de s'avancer vers la fontaine, mais elle refusa d'un hochement de tête. Le cours d'eau avait emporté tous ses regrets d'avoir perdu son amoureux, et elle se rendait compte à présent qu'il avait été cruel, infidèle, et qu'être débarrassé de lui suffisait à son bonheur. Mon bon chevalier, c'est vous qui devez vous baigner, en récompense de votre noblesse de cœur, dit-elle à Sire sans chance. Alors, le chevalier s'avança dans un bruit d'armure, sous les derniers rayons du soleil qui couchant, et se baigna dans la fontaine de la bonne fortune, stupéfait d'avoir été choisi parmi des centaines d'autres et étourdi par cette incroyable chance. Tandis que le soleil tombait au-dessous de l'horizon, Sire sans chance émergea de l'eau, auréolé par la gloire de son triomphe, et dans son armure rouillée, il se jeta aux pieds d'Amata, qui était la femme la plus belle et la plus aimable qu'il eût jamais contemplée. Exalté par son succès, il la supplia de lui accorder sa main et son cœur, et Amata, qui n'était pas moins ravie d'eux que lui, comprit qu'elle avait trouvé un homme digne de l'une et de l'autre. Les trois sorcières et le chevalier redescendirent la colline ensemble, bras dessus, bras dessous. Ils eurent tous les quatre une longue vie de bonheur, et aucun d'entre eux ne sut ni ne soupçonna jamais qu'il n'y avait pas le moindre enchantement dans les eaux de la fontaine. Commentaire d'Albus Dumbledore sur la fontaine de la bonne fortune. La fontaine de la bonne fortune fera toujours partie de nos contes préférés, à tel point qu'il fut le sujet de l'unique spectacle qu'on n'ait jamais tenté de montrer pour la fête de Noël de Poudlard. Notre maître botanique à l'époque, le professeur Herbert Perry, un adepte enthousiaste du théâtre d'amateurs, proposa une adaptation de ce conte bien aimé des enfants, afin d'offrir aux enseignants et aux élèves un divertissement de joie à l'occasion de Noël. J'étais alors un jeune professeur de métamorphose et Herbert m'avait confié les effets spéciaux qui comportaient la fourniture d'une fontaine de la bonne fortune en état de fonctionnement et d'une verte colline miniature sur laquelle nos trois héroïnes et notre héros donneraient l'illusion de marcher tandis qu'elles s'enfonceraient lentement sous la Seine pour disparaître peu à peu à la vue. Je crois pouvoir dire sans aucune vanité que ma fontaine et ma colline jouèrent toutes deux avec bonne volonté le rôle qui leur avait été confié. Hélas, on ne saurait en dire autant du reste de la distribution, sans parler pour l'instant des frasques du gigantesque verre que nous avait procuré notre enseignant en soins en créatures magiques, le professeur Sylvanus Brûle-Peau. L'élément humain se révéla désastreux pour le spectacle. Le professeur Perry, dans son rôle de metteur en scène, avait dangereusement négligé l'imbroglio sentimental qui couvait sous son nez. Il ne savait pas que l'élève qui jouait Amata avait été la petite amie de celui qui jouait Sire sans chance et que leur liaison avait pris fin 1 heure avant le lever de rideau, c'est-à-dire au moment où Sire sans chance avait transféré son affection sur Achat. Il me suffira de dire que nos chercheurs de bonne fortune n'arrivèrent jamais au sommet de la colline. Le rideau s'était à peine levé que le verre du professeur Brûle-Peau, identifié à présent comme un serpent cendre,
Et ça